Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité sciences et vie de la Terre. Donc là vous allez vous dire enfin, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de la SVT, donc je suis très content de vous retrouver au sein de cette vidéo pour les premières spé SVT. Donc bah là c'est un peu le même but qu'en spé physique, on va essayer de boucler le programme quand même, qui est quand même très important pour la terminale spé, ok. Et même pour ceux qui me regarderont l'année prochaine, comme ça, vous arrivez en septembre, ça vous permet d'avoir les vidéos directement, et comme ça tout le monde est content en fait, ok. Alors du coup là on va s'intéresser dans ce chapitre tout simplement à l'expression du patrimoine génétique au travers donc d'une molécule particulière, à savoir la protéine. Ok, donc la protéine, donc première des choses qu'il faut savoir, c'est que tout simplement c'est une biomolécule. C'est une biomolécule qui va être présente dans de nombreuses situations, ok, au sein d'un organisme classique, d'un organisme vivant. Donc elle va être présente aussi bien pour tout simplement structurer la cellule, mais également donc pour structurer les tissus et donc les maintenir correctement en bon état. Ok. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu donc en enseignement scientifique, donc rappel chapitre 3, donc d'enseignement scientifique sur la cellule vivante. Donc lorsqu'on avait évoqué justement la structure, la bicochipidique donc de la membrane plasmique, ok, donc qui structure notre cellule, et ben on avait mis en évidence que tout simplement on avait des lipides, mais également donc des protéines qui étaient présentes dans la structure de cette membrane, qui justement permettent de la maintenir, ok, de la maintenir stable, ok. Mais également, donc, deuxième chose, les protéines, c'est pas juste présent dans certains organismes, enfin, certains organes plutôt, ou certains lieux du corps, mais ça peut être également utile, par exemple, dans la réalisation de nombreux travaux cellulaires. À savoir, par exemple, ça peut être utile pour la régulation d'hormones, ou encore ça peut être utile, donc on verra dans le chapitre suivant, donc qui va suivre, et ça va être utile, par exemple, pour accélérer les réactions, donc à savoir les catalyser. Donc ici, c'est le cas, par exemple, des enzymes. Alors, ainsi, on va essayer de comprendre dans ce chapitre, tout simplement, comment l'information génétique portée par la molécule d'ADN est exprimée sur toute la cellule, dans toute la cellule, et même au sein de l'organisme de façon générale. Donc, dans le premier temps, on va s'intéresser un peu plus en détail aux protéines. Ensuite, dans le second temps, à la synthèse d'une protéine. Et enfin, dans le troisième temps, donc, on s'intéressera donc au niveau de phénotype. Ok. Et c'est parti mon kiki. Donc, on va démarrer par les protéines. Donc, là, accrochez-vous bien. Le chapitre va être un peu long, je le sais, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais être précis dans ce que je dis. Et c'est pour ça que ça risque de simple. Bon, let's go pour cette première partie. Donc, vous allez voir, dans cette première partie, on va faire plus de chimie que de SVT en réalité. Et vous allez comprendre le lien entre la chimie et la SVT. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, pour faire des SVT, c'est mieux de faire la physique-chimie. Mais après, ce n'est qu'un détail. Si vous n'avez pas fait ce choix-là, là justement, dans cette vidéo, je vais expliquer certaines choses qui vont être utiles pour comprendre ce chapitre. Alors, tout d'abord, une protéine, donc, tout simplement, elle va être constituée d'un enchaînement d'acides aminés. Ok. Et donc, un acide aminé, sa formule chimique, elle va être donnée de la façon suivante. Donc, ça sera tout simplement NH2CH et donc COH, ok. Et donc, sur le groupement CH, au niveau du carbone, on aura un radical, ok. Ce radical, donc, ça va être en fait un ensemble d'atomes, ok, qui va être différent selon tout simplement la molécule étudiée, ok. Par exemple, si je parle de la glycine ou de la méthionine, et ce sera pas la même molécule, enfin, ce sera pas le même acide aminé, et donc pas le même radical, ok, par conséquent. En revanche, la partie commune, donc celle que je vous ai récitée, donc NH2CH et COOH, et tout simplement, là, c'est tout simplement ce qu'on appelle donc la partie commune, ok, de notre acide aminé. Tous les acides aminés vont se constituer de la façon suivante, ok. Alors là, si j'appelle un chimiste justement et que je lui montre ma formule telle que je vous l'ai écrite là, à gauche, il va pleurer, il va clairement pleurer. Donc, c'est pour ça que je vous ai représenté la formule de 4 manières différentes. Donc tout à gauche, vous avez la formule, donc on va dire de façon très simplifiée. Et après, donc en deuxième lieu, juste à droite, vous avez la formule semi-développée, ok, avec l'ensemble des liaisons, hormis des liaisons avec les hydrogènes. Vous avez en troisième temps donc la formule ici développée, ok, avec toutes les liaisons. Et en quatrième temps, donc la formule en schéma Lewis. Alors certains vont me dire, mais c'est quoi tout ça? Explique-nous. Donc la formule semi-développée, pour faire simple, c'est tout simplement la formule avec toutes les liaisons, sauf les hydrogènes, comme je viens de le dire. Pour la formule développée, donc on a la présence de ces molécules avec toutes les liaisons. Et pour la formule en schéma Lewis, donc c'est la formule avec toutes les liaisons, enfin c'est la molécule avec toutes les liaisons et les doublés non liés, ok. Ça apprend déjà à bien comprendre. Et donc, chose que je ne vous ai pas dite au niveau des acides aminés. Un acide aminé, donc, va être constitué d'une partie commune et d'un radical. Et dans la partie commune, on va même distinguer deux éléments. On va distinguer ce qu'on appelle la fonction amine, donc le groupement NH2CH, et le groupement COOH, qui est caractéristique, donc, comme vous l'avez vu en première spécialité, donc, du groupe carboxyle, et plus précisément de la famille des acides carboxyliques. Et tout simplement, ce groupement-là, c'est un groupe carboxyle. Et donc, c'est ce qui va conférer le caractère acide de notre acide aminé. Et oui, parce que tous les acides aminés, ou en tout cas un acide carboxylique en chimie, du coup, il aura forcément ce groupement-là.
Voilà, donc ça c'est pour tout simplement la partie sur les acides aminés. Alors bon, là pareil, vous voyez un petit peu l'intérêt qu'on prend la physique chimie pour faire la SVT, parce que là bah on comprend, enfin on voit le lien, en tout cas il y a un lien logique dans tout ça, ok. Et donc là, les acides aminés c'est bien, c'est sympa, ok, mais cependant un acide aminé donc, il n'est pas tout seul pour former une protéine. Souvent il est donc relié à d'autres acides aminés par la présence justement de liaisons peptidiques. Donc je vous ai présenté la formule qui est juste ici. Donc je vous avoue un peu indigeste, donc ne la prenez pas ce coup-ci. Autant celle d'un acide aminé, c'est bien de l'avoir en tête, mais pour les peptides, c'est pas forcément intéressant de l'avoir en tête. Je vous la montre juste là pour que vous puissiez comprendre la chose. Donc, du coup, pour la formule d'un peptide, ok, donc de la liaison peptidique qui va relier tout simplement deux acides aminés ensemble, et bah ça va être la formule suivante. Ça va être donc NH, CH, donc avec son premier radical, donc C relié par une liaison double à un oxygène, qui va être relié lui-même à un groupement NH. Après, donc vous aurez du CH, ok, donc relié à son deuxième radical, et COOH, ok. Alors là, pareil, c'est déjà pas un chimiste, il va pleurer, il va vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait, décidément, mathématiques sciences, il est condamnable, il nous représente des choses n'importe comment. Bon, ça, c'est pour un biologiste, voilà. Vous avez remarqué, les biologistes sont un peu moins rigoureux. Pour les chimistes, je vous ai remis donc les trois formules autres qu'on va utiliser en chimie. Bah, si on devait décrire cette molécule-là. Donc, si on devait décrire cette molécule, qui est un peptide, hein, tout simplement, et bah, voilà comment elle se représenterait en schéma Lewis, en formule développée, semi-développée. Ok, donc j'ai tout mis. On va pas tout redétailler ici, parce que sinon la vidéo serait trop longue, même si c'est des choses qui sont très intéressantes, bien évidemment. Alors, la liaison peptidique ici, elle va se former, notamment au niveau du groupement. Comme vous pouvez voir que j'ai entouré en marron, donc c'est-à-dire le groupement CH, enfin CNH, ok, et CO, ok, ce groupement CO-NH. C'est tout ce groupement-là qui va être tout simplement à l'origine de la liaison peptidique. C'est là où elle va se former. Et donc, si vous comptez bien tous les atomes, normalement, donc là, un peptide, c'est quoi? C'est tout simplement deux acides aminés reliés entre eux. Et donc, si vous comptez bien tous les atomes, vous allez voir qu'il va manquer deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Oui, j'ai fait le compte pour vous, comme ça, au moins, ça vous tracasse pas la tête. Et donc, pourquoi vous allez me dire il manque ces atomes-là? Et bien, parce qu'en réalité, si vous faites une formule chimique avec deux hydrogènes et un oxygène, ça fait H2O. Et oui, du coup, vous avez compris, quand on va faire une liaison peptidique, on va libérer de l'eau. Et ça, c'est caractéristique d'une liaison peptidique de façon générale. Quand on va relier deux acides aminés, ça va entraîner la libération d'eau. C'est tout à fait normal. Ok. Alors, ce ne sera pas non plus en 10 000 litres, vous imaginez bien, mais en petite quantité tout de même. Ok. Donc ça, c'est pour la partie sur tout simplement la protéine. Avant de terminer là-dessus, donc, il faut savoir aussi qu'une protéine, et bah, tout simplement, et bah, elle est constituée d'acides aminés qui sont reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes ou bien liaisons peptidiques. Et donc, cette séquence d'acides aminés va ainsi conditionner donc la structure donc de notre protéine. Ok. En fonction du nombre de liaisons peptidiques, et ben, on va ainsi pouvoir déterminer la structure de notre protéine. Ok. Bah, donc, voici un exemple ici. Donc, ça peut aller du primaire jusqu'à quaternaire. Donc, primaire, tout simplement une chaîne. Secondaire, donc on a deux chaînes. Tertiaire, trois chaînes. Et quaternaire, donc on a quatre chaînes. Ok. Bravo. Et ainsi, deuxième chose ici qu'il faut bien capter au niveau des protéines, c'est qu'en fait, pour synthétiser une protéine, il va falloir donc le message de l'ADN. Ok. Et donc ainsi, le message contenu de l'ADN, les nucléotides hein, qui sont de l'ADN, vont ainsi conditionner tout simplement la séquence des acides aminés qu'on va obtenir. Et donc, ça va gouverner ainsi la synthèse de celle-ci, ok, de la protéine. Ainsi, donc, on dira même qu'il y a une collinéarité entre le message contenu dans l'ADN et la synthèse de la protéine. Ok. Donc ça, c'est pas la première partie. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Parce que jusque-là, on a fait un peu de la surface. On est resté un peu en surface. Mais maintenant, on va rentrer vraiment dans ce qui se passe lorsqu'on veut fabriquer une protéine. Ok. Et justement, la première étape quand on veut fabriquer une protéine, c'est la transcription. Ok. La transcription qui va se faire de la façon suivante. C'est-à-dire que tout simplement, on va avoir une cellule avec un gène. Ok. Et ce gène, donc, il va tout simplement avoir de l'ADN. Ok. L'ADN qui va former ce gène. Et donc, cet ADN, il va se présenter de la façon suivante comme on peut voir sur le schéma d'ombre. Ok. Avec ses doubles hélices comme d'habitude. Et on va voir donc ce que c'est un ARN, donc polymérase, qui va venir écarter les deux brins de l'ADN. Et donc de l'ARN pré-messager, ici, je précise, va entrer entre les deux brins de l'ADN. Et donc à chaque fois, lorsque tout simplement votre ARN va entrer entre les deux brins, et ben, il va se passer la chose suivante. Une fois que votre ARN pré-messager atteint les deux brins, ok, il est entré entre les deux brins, et ben, il va se positionner donc en face du brin transcrit. Ok. Donc le brin transcrit, c'est quoi? C'est le brin qui va utiliser pour fabriquer tout simplement les nucléotides. Ok. Puisqu'en effet, qu'est-ce qui va se passer lors de cette transcription? Et ben, on va avoir l'ARN pré-messager qui va se positionner en face du brin transcrit, et à chaque fois qu'il va approcher un nucléotide du brin transcrit,
et bah sur l'ARN N, il va se former tout simplement le nucléotide complémentaire. Ok. Une fois que la transcription a été finie, donc une fois qu'on a associé à chaque fois le nucléotide complémentaire, donc du brin transcrit, et tout simplement l'ARN polymérase il dégage, il sort de la cellule, les deux brins ils reviennent à la normale, et l'ARN bien évidemment il sort également donc ici du noyau de la cellule et tout simplement des deux brins de l'ADN. Alors, chose qu'il faut bien capter aussi au niveau de l'ARN. Au niveau de l'ARN, donc, comme je l'ai dit, tout simplement, lorsqu'on va faire la traduction, enfin la transcription, on va voir donc tout simplement association donc de nucléotides complémentaires, donc du brin transcrit sur l'ARN. Et donc ainsi, ça veut dire que les nucléotides de l'ARN, il va être on aura les mêmes nucléotides donc sur l'ADN que sur l'ARN. Ok, bravo. C'est-à-dire donc on aura tout simplement de l'adénine, de la cytosine et de la guanine. Alors attention, par contre pour la thymine, ok, donc T, dans le cas de l'ARN pré-messager, même de l'ARN de façon générale, la thymine elle est transformée en uracile, ok, bravo. Et donc ça va être les mêmes règles de complémentarité, c'est-à-dire donc en face d'une adénine j'aurai une uracile aussi, en face donc du thymine j'aurai une adénine, en face donc tout simplement d'une guanine j'aurai une cytosine, et en face d'une cytosine j'aurai une guanine, ok, bravo. Alors bien évidemment ceux que je cite en premier c'est les nucléotides d'ADN et ceux que je cite en deuxième c'est les nucléotides de l'ARN, bien évidemment. Bon, maintenant deuxième étape, on est donc votre molécule d'ARN pré-messager va sortir donc de votre noyau, ok, par la présence de pores nucléaires. Et bien souvent, donc c'est notamment le cas chez les cellules eucaryotes, ce qui va se passer, c'est que votre ARN est beaucoup trop long et il y a des parties qui vont servir à coder et des parties qui vont servir complètement à rien. Il y a des codons qui seront utiles et des codons qui seront inutiles. Donc ça veut dire que par conséquent, on aura la présence donc d'introns et d'exons. Okay, les introns, ce seront les parties qui vont être inutiles, ok, qui vont être inutilisées, et donc celle-ci, par épissage ou bien par maturation, elle va être éliminée, un peu au hasard. Alors un peu au hasard, pourquoi? Parce que tout simplement, selon donc la séquence qu'on aura d'ARN, on aura comme ça, on peut former par exemple sur un même gène, tout simplement différentes protéinomes, ok, différentes petites protéines. Voilà. Donc ça c'est pour la notion d'épissage. Et donc ainsi, à la fin de cet épissage ou de la maturation, toutes les parties introns vont sortir, et donc il ne restera plus que les exons. C'est pour ça que je parlais d'ARN pré-messager tout à l'heure, parce que cet ARN-là pré-messager qui est beaucoup trop long, et on ne va pas utiliser la totalité, la plupart du temps chez les eucaryotes. On utilisera juste l'ARN messager, donc avec juste les exons qui pourront servir à coder pour la suite, okay, et réaliser donc la traduction. La traduction, pour bien comprendre le délire, on va prendre par exemple donc deux situations, ok, deux situations qui peuvent se passer donc sur un même instant. Donc vous êtes dans un cours, ok, admettons vous êtes 3 personnes du coup. Vous êtes 3 personnes, vous êtes dans un cours par exemple de physique chimie, voilà, on va prendre un exemple comme ça, ou d'SVT, voilà, puisqu'on a un SVT, on va prendre un cours d'SVT. Donc, admettons vous avez une première personne qui prend des notes, vous avez une seconde personne qui n'était pas là malheureusement, et donc elle aimerait avoir le cours. Elle parle la même langue que vous. Donc du coup, ce que vous allez faire, vous allez retranscrire le cours, entre guillemets, c'est-à-dire vous allez lui donner le cours que vous avez écrit, mais vous allez le réexpliquer, ok, réexpliquer et donc faire entre guillemets une synthèse, ok, de ce que vous avez capté, de ce que vous avez appris en cours. Et donc vous avez une troisième personne qui elle ne parle pas du tout la même langue que vous, ok, mais qui a quand même assisté au cours, ou qui n'a pas assisté d'ailleurs, mais dans tous les cas, elle voudrait une explication claire du cours. Donc du coup, là, ce qu'il va falloir faire pour cette troisième personne, va falloir trouver un outil qui puisse traduire le cours, donc tout simplement qui aura été fait, afin que la personne qui ne parle pas la même langue que vous puisse comprendre le cours. Ok, et c'est un peu ça la traduction. Vous voyez ça comme ça, c'est-à-dire la traduction pour qu'elle se fasse, elle va se faire à partir d'un code génétique. Ok, c'est-à-dire, je m'explique. Pour faire une traduction, donc des nucléotides, donc de l'ARN, tout simplement, ce coup-ci, il va être pris par 3. Il va être pris par 3 et donc on va former ce qu'on appelle un codon. Ok, ce codon, donc à chaque codon, on va pouvoir associer ce qu'on appelle un acide aminé. Ok, alors là, je vais vous montrer un exemple d'utilisation du code génétique afin de retrouver donc l'acide aminé correspondant à un codon. Bon, admettons donc j'ai un premier codon, enfin non, un codon en plein milieu donc de mon ARN, et donc son nom, tout simplement, ça commence par U, après j'ai un A et après j'ai un G. Ok. Donc du coup, je vais me positionner ici, donc là je sais pas dans quel sens il est donné, je vais vous prendre celui que j'ai, donc juste en face de moi. Donc vous avez une ligne, enfin là c'est un colonne, donc vous avez une colonne concernant donc les nucléotides, la première lettre du codon, donc juste à gauche. Après donc en haut, donc en ligne, vous avez le deuxième nucléotide du codon, et donc à droite en colonne, vous avez donc le 3, donc à la verticale, vous avez le troisième nucléotide donc du codon, ok. Donc et après pour retrouver l'acide aminé correspondant au codon, par exemple l'UAG comme j'ai dit, et la première lettre c'est U, donc là je me positionne en U, donc ça va prendre en ligne. Ensuite donc sur la
Après, donc, je vais trouver A sur la colonne. Ok, je vais mettre en colonne. Et donc là, le A, il est sur la troisième colonne, en partant de la gauche. Donc, et après, je vais chercher G. Et après, du coup, en cherchant U à G, et ben, je trouve que on est sur un codon stop. Ok, donc voilà, ça, c'est le genre de choses qu'il faut savoir faire avec un code génétique, c'est-à-dire tout simplement trouver un acide aminé à partir de ce code génétique. Alors, du coup, là, dans ce code génétique, deux choses qui sont bien à comprendre. En réalité, donc, comme on a 4, tout simplement, types de nucléotides dans l'ARN M, et qu'il y a 20 acides aminés différents dans une protéine, il va falloir donc 3 nucléotides pour exprimer un seul acide aminé, ok, pour former un codon. Jusque-là, on est d'accord. Et ainsi, donc, on aura 64 soit donc 4 fois 4 exposant 3, donc codons différents, pour signifier ces 20 acides aminés. Donc ainsi, chose que vous pouvez vite comprendre, c'est que comme on a 64 codons différents pour signifier les 20 acides aminés, on a donc des redondances, ok. Et donc, on a plusieurs acides aminés, plusieurs codons qui vont pouvoir ramener au même acide aminé. Et ce code génétique, non seulement il est redondant parce qu'on a plusieurs acides aminés, on a plusieurs codons qui peuvent amener au même acide aminé. Et deuxièmement, donc ce code génétique, il va s'appliquer pour tous les êtres vivants. Donc ainsi, c'est un peu comme l'ADN, il va être universel. Que vous partiez aux États-Unis, que vous partiez en France, que vous partiez en Angleterre et que vous fassiez des études de bio, le code génétique est universel. Alors, petite parenthèse là-dessus aussi, parce que peut-être vous posez la question, le code génétique en classe de première n'est pas à apprendre par cœur, ok. C'est-à-dire que très souvent dans les contrôles où il faudra utiliser un code génétique, on vous le donnera. En termes d'aspect, il me semble aussi qu'il n'est pas obligatoire. Alors pourquoi il me semble? Parce que là, j'ai pas encore le programme d'SVT dans ma tête là de terminale, et pour l'instant, je n'ai jamais vu encore au bac d'exercice où on avait même à utiliser un code génétique. Et donc cette universalité du code génétique, elle peut s'expliquer par une raison commune, c'est-à-dire en fait, comme pour l'ADN, c'est la même raison, c'est-à-dire que tous les êtres vivants, en fin de compte, ils ont une origine commune, ok. Et donc c'est pour cela qu'on a tout simplement une universalité de ce code génétique. Maintenant, rentrons plus en détail dans cette cette étape de transcription. Donc la transcription va se faire en 3 temps, ok, comme je vais vous montrer juste sur le schéma d'en bas. C'est-à-dire donc on a l'initialisation, l'énogation et donc la terminaison. Donc l'initialisation, ça se passait comment? Donc on va avoir un ribosome, ok, on va avoir un ribosome, et donc ce ribosome, tout simplement comme vous allez pouvoir le voir, il va commencer la lecture d'un codon AUG, ok, au niveau d'un codon AUG, donc de notre ARN M. Et donc ce codon AUG, on appelle ça tout simplement un codon initiateur, ok, bravo. Ça c'est pour l'initialisation. Une fois que tout simplement la lecture est terminée au niveau de ce codon d'ARN, au niveau de ce codon d'initialisation AUG, et tout simplement deuxième étape, le codon va se déplacer, ok. Donc c'est ce qu'on appelle l'élongation. Le codon il va se déplacer le long de l'ARN M sur tout simplement, enfin le ribosome va se déplacer sur le codon de l'ARN M qui va le suivre, ok, le suivant. Et donc tout simplement, à partir du moment où il va se déplacer, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une liaison peptidique tout simplement qui va s'établir entre les deux acides aminés. Et donc, petite précision aussi qui est importante, donc on a la liaison peptidique qui va s'établir entre les deux acides aminés formés. Et donc, également, chose très importante, c'est qui va permettre à chaque fois d'associer à chaque codon ton acide aminé, ça va être la présence d'un ARNT, donc ARN transporteur tout simplement d'acide aminé, qui à chaque fois, à chaque codon sur lequel on va s'identifier, et on va voir comme ça l'information de l'acide aminé correspondant. Après, donc l'élongation est continue, donc on passe au codon suivant. Donc c'est-à-dire on aura donc là on a une liaison peptidique qui va s'établir entre les acides aminés qui vont être formés à la suite. Et donc au troisième codon sur lequel on aura un nouvel ARN T transporteur de matière, transporteur d'acide aminé qui va associer l'acide aminé, donc l'acide aminé correspondant au codon, et donc une liaison peptidique va s'établir, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la terminaison, où le ribosome donc arrive sur un codon stop. Donc là, pareil, il faut voir sur le code génétique, ça va être UAA par exemple, mais UAG comme on l'a vu tout à l'heure, et donc il arrive au niveau d'un codon stop, et ainsi donc quand il arrivera au niveau d'un codon stop, le ribosome va se détacher de l'ARN M, et donc tout simplement on n'aura aucun acide aminé, aucun ARNT transporteur de acide aminé qui va se fixer là-dessus, ok. Et donc on n'aura pas tout simplement d'acide aminé qui va se former. Et ensuite, une fois que notre ribosome s'est détaché d'ARN M, et ainsi, tout simplement, et maintenant c'est terminé. La protéine est déjà formée, et donc elle va se replier et devenir fonctionnelle. Et enfin, dans le troisième élément, donc nous allons parler tout simplement du phénotype, ok, du phénotype à différentes échelles. Donc déjà, première chose, le phénotype, qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez me dire, oui, je me rappelle plus trop, on avait déjà vu ça au collège, mais j'ai déjà oublié.
Donc le phénotype, pour rappel, c'est tout simplement l'ensemble des caractères observables d'un individu, ok? Et donc celui-ci peut s'observer à différentes échelles. Ça peut être à l'échelle, par exemple, de l'organisme, ok, bravo, d'un organisme vivant, hein. Ça peut être un organisme humain, un organisme animal. Et donc on peut l'observer également à l'échelle des organes, à l'échelle des cellules, et également à l'échelle moléculaire, ok, bravo. Donc on a différentes échelles comme ça pour observer tout simplement notre phénotype. Et donc le génotype en conséquence, qui représente l'information génétique portée par une cellule ou par l'individu, et bah tout simplement il va en quelque sorte donc engendrer le phénotype que l'on pourra observer, ok. Donc attention, le génotype c'est l'ensemble de l'information génétique portée par une cellule, ok, ou par l'individu, tandis que le phénotype c'est l'ensemble des caractères que l'on peut observer, ok. Et donc ce phénotype il va pouvoir être modulé et même il va résulter de l'expression des gènes ainsi que tout simplement de l'action de l'environnement. Parce qu'en effet, tout simplement, au niveau de l'organisme, donc la température du milieu, elle peut être modulée dans certaines espèces, comme les tortues par exemple, et donc ainsi cela va modifier l'expression génotypique du sexe. Par exemple, donc dans le cas des tortues, selon s'il fait trop chaud ou trop froid, on peut tout simplement obtenir un mâle ou une femelle. Et si je ne me trompe pas, donc si plus qu'il fera chaud, plus qu'on va obtenir des femelles, donc c'est au-delà de 29 degrés il me semble, et en dessous de 29 degrés, donc ce sera plutôt des mâles qu'on aura tendance à obtenir. Donc c'est le cas des tortues. Et au niveau des cellules, donc là, c'est plus l'environnement qui gère, mais c'est tout simplement notre corps, notre organisme qui va gérer ça. Donc au niveau de la cellule, des marqueurs de tout simplement méthylation seront localisés sur l'ADN et donc ils peuvent limiter son expression. Et d'autres systèmes de régulation épigénétique vont réguler donc tout simplement l'ensemble de notre organisme et donc du génotype. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc désolé encore une fois pour la longueur, mais il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est vrai que c'est pas forcément évident à faire en peu de temps comme ça, ok. Donc, je pense que ça va être l'une des rares vidéos aussi longues. Là, après, on va sur des vidéos un peu plus courtes. Normalement, je vais essayer de les faire plus courtes. Mais c'est vrai que si je coupais la vidéo en plusieurs parties, ça n'allait pas avoir de sens surtout. Donc c'est pour ça que je vais la faire en une partie. Sur ce, ça va la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.